Je suis le docteur McMurphy, RP McMurphy. John est atteint de schizophrénie. Mais ça va bien, tout va très bien. Je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout. À chaque fois, c'est moi la bonne poire. Et après, je me réveille et puis je me sens complètement vide. J'ai rien. Et qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi. Vous pensez que je me suis fait des idées? Que j'entends des choses que je devrais pas entendre? Figurant parmi les 10 pathologies les plus invalidantes selon l'OMS, le trouble bipolaire touche entre 1 et 2,5% de la population. Autrefois appelée psychose maniaco-dépressive, cette pathologie peut provoquer des épisodes dépressifs sévères, parfois délirants. Elle peut aussi et surtout créer des états d'euphorie désorganisés et des troubles du comportement. On en parle donc aujourd'hui avec le film Le Livre des Solutions, et pour traiter ce sujet avec moi, j'ai le privilège d'être accompagné par Laura, qui est décidément une femme très occupée, mais que j'ai réussi à capturer pour vous le temps d'une matinée. Salut Laura, comment ça va ? Ça va très bien, salut Sylvain. Écoute, moi je suis ravie d'aborder ce sujet avec toi, tout simplement parce que j'ai eu la chance d'animer un groupe il y a quelques années, spécialement dans la clinique où on s'est rencontrés, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, vaguement. C'était il y a fort lointain, on était jeunes et insouciants bien sûr, mais c'était super parce que c'était un groupe qui était destiné aux patients qui étaient diagnostiqués bipolaires. Et c'était pour qu'ils deviennent experts de leur maladie. Et c'était très intéressant parce que ça leur permettait de redonner de la puissance à ces patients. Et je pense qu'il en faudrait plus. Et dans presque toutes les pathologies, ce serait super intéressant. Ben oui, c'est le principe du rétablissement, ce fameux empowerment, dont on parle, donner du pouvoir aux patients, leur donner les moyens de pouvoir surmonter leur pathologie, de mieux vivre avec, de se réinsérer dans la société lorsqu'ils sont désinsérés justement. Donc c'était un bon souvenir ce groupe. Très bon souvenir et aujourd'hui je garde encore des patients qui font un suivi individuel après ce groupe et qui ont gardé des outils parce que le but c'était aussi pas que de leur donner du savoir mais aussi qu'ils aient des outils concrets à ramener chez eux au quotidien et à la fin du podcast on parlera aussi des recommandations pour mieux vivre avec cette pathologie. Justement, de quoi on va parler aujourd'hui ? On va commencer, c'est toi qui vas nous en parler d'ailleurs, après une courte présentation sur le film. Tu nous parleras des clichés sur la bipolarité. Tu enchaîneras avec justement la description clinique du trouble bipolaire. Grosse partie pour toi. Je m'excuse par avance, beaucoup de mois. Voilà. Bon, moi, après, je ferai une petite partie sur les classifications du trouble bipolaire, parce que ça, c'est source de beaucoup de confusion, notamment pour le diagnostic. On parlera des diagnostics différentiels. On dira un mot sur l'observance du traitement. C'était l'occasion là, ils en parlent dans le film. C'est un moment un peu central, et aussi bien dans le film que dans la vie des patients. Donc, on en parlera. On parlera des conséquences du trouble bipolaire sur l'entourage. Et puis, effectivement, tu nous donneras quelques conseils pour mieux vivre avec un trouble bipolaire. Enfin bon, ça fait un peu top santé, non ? Pourquoi pas ? Mais on restera soft. On finira par notre avis sur le film et nos recommandations, justement. Voilà, vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu. Ma séance de psy, épisode 25, c'est parti. Allez, il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Pas mal ça. Oui. Le tout, c'est d'y mettre. Démarrer son projet. Démarrer son projet. Martine ! Déma. Le livre des solutions. Le livre des solutions. Martine ! Quoi ? Le livre des solutions. Ah, c'est quoi le livre des solutions ? Reviens tout de suite, Marc ! Le livre des solutions est une comédie française de 102 minutes réalisée par Michel Gondry, sortie le 21 mai 2023. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Dans les rôles principaux, on retrouve mon chouchou, Pierre Ninet. Décidément. Que j'adore. Ouais. Blanche Gardin et Vincent Elbaz. Et puis, il y a une petite apparition de Sting qui vient pousser la chansonnette au milieu du film. Alors, juste pour
rappeler un peu qui c'est Michel Gondry, parce que c'est possible qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Michel Gondry. C'est pas un réalisateur français hyper connu, mais pourtant il a fait des films incroyables. Il faut savoir qu'il a commencé par faire des études de dessin à l'École nationale des arts appliqués, et que sur son temps libre, il était batteur dans un groupe de pop qui s'appelait le groupe Oui Oui. Ah oui? J'ai jamais entendu parler. Mais voilà, comme tous les réalisateurs, il a commencé souvent par de la publicité ou des clips. Alors il a fait des pubs pour Levi's, pour Gap, pour Air France. Ah ouais? D'ailleurs, Gap, je ne sais même pas si ça existe toujours, cette marque. Je ne sais pas. Moi, je l'aimais bien. Ouais, c'était une des rares marques qui faisait des fringues à ma taille, donc c'était remarquable. C'était un peu mon QG, Gap. Relancez Gap, s'il vous plaît. Mais bon, il a surtout fait des clips. D'ailleurs, je te propose un petit quiz. Tu regardes pas? Non, mais voilà, non. 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 Je vais te dire le titre des clips qu'il a fait, et tu vas me dire si tu connais l'interprète D'accord. ou le groupe. Ok. Alors on va commencer dur, et puis après on va Pour bien compliquer. m'humilier, On va d'accord. faciliter un D'accord. peu. Ok. Alors, les voyages immobiles, Pas rien du tout. clip de Michel Gondry, Même pas. Étienne Dao. Ah oui, bon, bah ouais. Alors, Human Behavior. Je sens que tu l'as. Non. Les gens, ils l'ont Mais peut-être si chez eux, tu ils sont me en train de se dire, mais pourquoi est-ce Mais qu'elle ne si l'a tu pas? me la moi la Ah non, chanson. non. Oh, alors là, c'est impossible, ça. Moi, je Franchement, sais je ça. connais même pas les paroles. Ah. Ouais. Tu vois, chacun ses talents. C'est Björk. Ah oui. Il a fait plusieurs collaborations avec Björk. Facile. Like a Rolling Stone. Maybe a Rolling Stones. Ouais, facile. Un clip génial. Je danse le Mia. Ah bah I Am. Ouais. Ah, bien sûr. Et ben ouais, ce clip Pas de d'Ayam, pacotier. Hein. Voilà. Chemise ouverte. Avec Chaîne en or ces qui brille. espèces de zoom comme ça, d'images. Incroyable, Tu ouais. passes C'est- d'une image à l'autre comme ça. Et c'était très révolutionnaire à l'époque. Hmm. Il a marqué beaucoup ce clip. Et d'ailleurs, on danse toujours le Le Mia. Mia. Un clip, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est Around the World. Daft Punk. Ouais, Daft Punk. Alors, je sais pas si tu vois ce que c'est, ce clip. Bien sûr que oui. Ouais, cette espèce de scène un peu circulaire, là, et où il y a plusieurs groupes de danseurs. Oui. Et en fait, chaque groupe de danseurs représente une ligne rythmique. Voilà. Donc, c'est... A été incroyable ce clip aussi. Et puis un dernier, Come Into My World. Alors ça c'est dur. Tu peux pas me la... J'ai pas, Non, j'ai non, pas je peux de pas. petit Non, indice. on n'est pas en train de faire un karaoké. Un là. petit indice, juste un... Je peux appeler quelqu'un, un ami? Non, vas-y, dis-moi. C'est Kylie Minogue. Ah ouais. Voilà. Et si tu me la chantes, je sais. Mais là, Moi, comme je sais ça, que avec t'essayes les de me titres... faire ouais. chanter, mais non, je ne vais pas chanter aujourd'hui. J'ai décidé que je ne chantais pas. Heureusement pour les auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme film aussi, Michel Gondry? Eh ben, moi, je dirais que celui qui est le plus connu, peut-être celui que j'aime le plus, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Grand film. Incroyable histoire d'amour. Moi, ça m'a marqué, de ce thème de... on aime tellement quelqu'un qu'à un moment donné, quand on se sépare, on ne peut pas oublier la personne, et que le seul moyen qu'on peut trouver pour reprendre sa vie normalement, c'est d'effacer artificiellement cette personne de ta mémoire. Ouais. Et encore, pour ceux qui ont vu le film, ça ne marche pas. Voilà. Autre film très sympa, c'était Be Kind Rewind. En français, c'est Soyez sympa, rembobiner. J'avais pas ultra accroché avec celui-ci. Bah pourtant, il a inventé un terme, Michel Gondry, avec ce film. Il a inventé le suédage. Ah ouais? Ouais. Suédage, c'est le fait de refaire des scènes de film avec les moyens du bord. D'accord. Parce que c'est le principe du film. C'est un type qui tient une boutique de cassettes vidéo, et puis un jour, par erreur, il efface toutes les bandes magnétiques, et oui. donc pour continuer à faire vivre la boutique, et ben, ils refont tous les films avec une caméra et des trucages maison. Ouais. Donc c'est ça le suédage. Ok. Il a fait un film de super-héros qui est passé un peu inaperçu, qui s'appelle The Green Hornet. Ah oui. Et puis il a fait une adaptation du roman L'écume des jours.
Voilà. Et puis, donc le livre des solutions dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, voilà, le livre des solutions, c'est un peu une œuvre autobiographique qui fait référence à une période bien particulière de la vie de Michel Gondry. C'était justement en post-production du film L'écume des jours. Il raconte un petit peu comment s'était passée cette post-production à l'occasion d'une interview pour le magazine Première. Il prenait à l'époque des médicaments pour un trouble de l'humeur, il ne précise pas trop ce que c'est, et puis pour une raison ou pour une autre, il a décidé d'arrêter ses médicaments, et puis là il décrit une période d'exaltation de l'humeur, de mégalomanie, d'angoisse, de tachypsychie, le fait que la pensée s'accélère, des insomnies, et il dit très bien, j'avais l'impression de faire partie de l'histoire, avec un grand H. Voilà, vraiment... il était très excité. Et c'est à cette époque-là qu'il a été diagnostiqué bipolaire. Et donc, il a repris un peu dans le film tous ces lieux réels de sa vie, notamment ça de la maison de campagne à laquelle il allait souvent, la fameuse grange avec le camion, tout ça, ça existe vraiment. Il a repris des scènes entières qu'il a vécues. Notamment, c'est très bizarre quand ça arrive dans le film, quand il arrive chez l'ingé son et que la première chose qu'il remarque, c'est son pénis qui dépasse du pantalon. Oui. Ça, c'est du vécu. Ouais. Ok. Tout comme le fait qu'il a dirigé un orchestre avec son corps, parce qu'il ne savait pas faire autrement. C'est incroyable. Ouais. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Michel Gondry et sur ce film dont on va parler aujourd'hui. Et voilà, sans perdre un instant, je te passe la parole pour que tu nous parles des clichés sur la bipolarité. Et oui, parce qu'il y en a, et il faut se méfier justement des amalgames, parce que une attitude lunatique n'a rien à voir avec la pathologie. Prends l'exemple de ton ado ou mon ado ou les ados qui vous envoient bouler le matin et qui le soir viennent quand même vous réclamer un petit câlin, ou alors Martine de la compta qui te calcule pas le matin et puis qui est ta meilleure amie l'après-midi. C'est pas forcément pathologique, ça peut être je sais pas, un manque d'éducation, de l'égoïsme, ou peut-être aussi un petit peu de manipulation, mais on n'est pas dans la pathologie, donc ça il faut faire attention. Et puis dans le sens commun, un patient qui est bipolaire, il va passer du rire aux larmes en un claquement de doigts, et ce plusieurs fois par jour. Ça c'est ce qu'on pense. Or il peut se passer des années sans manifestation d'un épisode. Donc c'est très différent du cliché qu'on en a. Ça, on en parlera d'ailleurs dans les diagnostics différentiels, parce que c'est effectivement une nuance qui est importante à faire. Tout à fait. Et puis, malheureusement, le terme bipolaire, il est rentré dans le langage courant, un petit peu comme, je mets des très gros guillemets, schizo ou parano. Dès que quelqu'un réagit de manière intense, ça y est, oh là là, il ou elle est bipolaire. Donc on utilise ces termes un petit peu comme presque des insultes, alors qu'il faudrait absolument pas, puisque ce sont des pathologies très sérieuses et donc dont il faudrait absolument pas se moquer, quoi. Donc ça, c'était un petit peu sur les clichés. Alors, enchaînons directement. La clinique du trouble bipolaire. Qu'est-ce que c'est le trouble bipolaire ? Comment ce terme-là est apparu et comment ça se manifeste chez les gens ? Déjà, on va faire un peu d'histoire. Moi, j'aime bien savoir d'où ça vient. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'Antiquité, on va retrouver des tableaux qui sont évocateurs de la manie ou de la dépression. Ensuite, Hippocrate, il se penche sur la transformation de la mélancolie en manie. Et il va lancer une théorie des humeurs qui va persister jusqu'au XVIIe siècle. Et là, la manie va être considérée comme une forme de terminaison de la mélancolie. À ce moment-là, la dimension dépressive domine dans la maladie, et l'inversion de cette humeur signerait le rétablissement ou la guérison à cette époque. Et c'est seulement à partir de 1650 que Thomas Willis prône le fait que les deux états sont mis sur le même plan, donc et la manie et la dépression. Et lui, il donne cette image qui est plutôt pertinente, je trouve, comme la flamme et la fumée. Donc voilà, c'est une alternance. Avant, c'était la dépression qui dominait, et lui, il a rééquilibré les choses en disant que non, les deux ont leur importance et des intensités.
Et plus tard, on a les psychiatres classificateurs du 19e siècle. Eux, ils ont cherché à mieux caractériser l'organisation des symptômes, ce qui a donné lieu à de nombreuses dénominations. Donc là, je vais vous faire un petit peu en avance rapide les noms de la maladie bipolaire jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a Falleret qui parle de la folie circulaire. Ensuite, Bayerger, la folie à forme double. Et c'est le psychiatre allemand Emil Kraepelin, qui en 1889 parlera en premier de la maladie maniaco-dépressive. Ensuite, on a 2 psychiatres français, Denis et Camus, qui remplaceront le terme maladie par celui de psychose pour donner la psychose maniaco-dépressive. Le terme de psychose maniaco-dépressive qu'on n'utilise plus maintenant, je trouve caractérise bien le fait que le trouble bipolaire, il peut y avoir quand même, la plupart du temps, une symptomatologie psychotique associée, donc des éléments délirants. Oui. Ce qui apparaît un petit peu moins maintenant lorsqu'on parle de trouble bipolaire, parce qu'on verra aussi dans les classifications, finalement, il y a des nuances qui font qu'on n'a pas toujours des manifestations délirantes dans le trouble bipolaire. Mais bon, à l'époque, ça classait bien le truc. C'était vraiment la PMD, c'était à part, quoi. C'était vraiment rangé du côté des psychoses. D'accord, ok. Et du coup, comme tu viens de le dire, comme il n'y a pas toujours de dimension psychotique, comme c'est pas systématique, même si c'est peut-être récurrent, mais c'est pas systématique, le terme bipolaire, il sera proposé à la fin des années 50. Alors maintenant, les chiffres. Selon la Haute Autorité de Santé, la fameuse, en France, la prévalence du trouble bipolaire, elle est estimée de 1 à 2,5% de la population générale. Ça va, on a les mêmes chiffres alors. Bon. Mais on va pas se mentir, la prévalence, elle est possiblement sous-évaluée car les troubles bipolaires sont des maladies complexes parce qu'elles sont difficiles à diagnostiquer. En moyenne, tu me corrigeras si je me trompe, mais on est entre 8 et 10 ans pour poser un diagnostic. Souvent parce que c'est un diagnostic rétrospectif, c'est-à-dire que au moment où on voit un patient pendant un certain épisode, si on reprend un peu son parcours avec la pathologie, si on retrouve dans ses antécédents déjà des épisodes maniaques, des épisodes hypomaniaques, des épisodes dépressifs, des antécédents dans la famille, on arrive à reconstituer un peu l'histoire de la pathologie et là, on peut poser le diagnostic. Voilà. C'est pour ça que ça prend du temps. Ouais. Et ça prend du temps aussi parce que c'est aussi difficile à traiter par rapport à la continuité du traitement. Et on vous expliquera pourquoi un patient qui a des troubles bipolaires peut parfois vouloir lever son traitement. Donc maintenant, on passe aussi, on peut essayer de voir si les symptômes réels collent à ce que le film décrit. Donc, dans la bipolarité, vous avez une phase maniaque ou hypomaniaque et la phase dépressive. On va commencer par la phase maniaque, si tu le veux bien. Donc, qu'est-ce que c'est une phase maniaque ? C'est l'humeur de l'individu qui est anormalement élevée au cours au moins de 7 jours consécutifs. Donc, il y a vraiment une temporalité qui est importante. Dans cette phase, les patients peuvent aller jusqu'à ressentir un important sentiment de bien-être, pouvant aller jusqu'à l'euphorie, et c'est associé à une augmentation d'énergie importante. Et ce qui caractérise aussi la phase maniaque, ce qui la différencie de la phase hypomaniaque, c'est son caractère justement délirant et les symptômes psychotiques. Voilà, quelqu'un de maniaque, il va avoir tendance à se prendre pour, je sais pas, une star du rock, je sais pas, ou un ami proche du président de la République, ou alors sauveur. Dieu, Ouais. ou un ange. Oui. Voilà. On va bien décrire les phases entre la manie et l'hypomanie, qui sont quand même très différentes. Et il y en a, la manie ne nous permet pas de rester, a une vraie incidence sur le quotidien, alors que l'hypomanie, les personnes, justement, c'est une phase qui est compliquée parce qu'on peut continuer à avoir des amis, on peut continuer à travailler. Et d'ailleurs, je le dis après, j'ai une patiente qui me disait, ses voisins en phase hypomaniaque disaient, mais t'es un vrai rayon de soleil. Donc vraiment, d'extérieur, ça peut même être bien vu, en fait. Ouais. Cool, ouais. Donc, cette phase d'énergie,
Et ce sentiment de bien-être, ils peuvent être importants au point d'avoir moins besoin de dormir sans ressentir la fatigue. D'ailleurs, on le voit dans le film, Ninet, on le voit jamais dormir. Et puis après, il est assez irritable et il vient réveiller un petit peu tout le monde pour avoir avec ses demandes. Et il est énervé que les autres soient pas au même rythme. Il comprend pas pourquoi les autres dorment en fait. Et d'ailleurs, il dit cette phrase magique, mais tu crois que ça m'amuse de te réveiller toutes les nuits? Donc en plus de réveiller, il culpabilise les autres, ce qui est formidable. Et ça, c'est important parce que c'est un point central vraiment dans la sémiologie du trouble bipolaire, enfin de l'épisode maniaque ou hypomaniaque, c'est vraiment cette insomnie sans fatigue. Ça, c'est repris souvent d'ailleurs dans les films, mais c'est bien parce que ça correspond vraiment à la réalité. Les gens, souvent, ça commence par des insomnies où les gens ils ressentent plus le besoin de dormir, ils ont la pêche tout le temps. Ils font des trucs incroyables en pleine nuit, ils se mettent à cuisiner, ils refont la déco de leur salon. Enfin bon, c'est à 4h du mat. Qu'est-ce que tu fais? Bon, rien, je me sentais bien. Ça peut aller au point aussi de se sentir comme une pile électrique, très très agitée. On va le voir dans le film, à un moment donné, il cherche du scotch. Il part pour chercher du scotch comme une balle et puis il tombe sur un appareil photo et il se dit tiens, ok, je vais faire l'histoire de Max le renard. Et puis en fait, il dessine, il coupe, il machin, bref. Et donc, on sent bien le côté pile. On peut aussi... Le côté coq à l'âne, en fait. Tu passes d'un truc à l'autre. Oui, tu vois, exactement. Et puis, il trouve ça génial. Et il veut embarquer aussi tout le monde dans sa réalité à lui. Ça peut aller au point aussi de faire plus d'activité physique. Alors là, dans le film, pas forcément, on voit pas. Il y a des choses qu'on voit pas, qu'on retrouve pas forcément dans le film. Les achats démesurés. Alors là, c'est flagrant dans le film, puisqu'à un moment donné, Ninet va racheter. Il demande combien d'argent il y a sur le compte de la prod. Ah ouais. Et il va acheter une grange, mais c'est vraiment une ruine. Oui, et même l'agent immobilière, on voit sur sa tête que elle est vraiment sceptique. Hein. Et lui, il est complètement emballé. On a l'impression que pour lui, c'est un château. Voilà, donc il va acheter et même ses proches essayent de le faire redescendre sur terre, mais lui, il veut acheter à tout prix. C'est vrai que les dépenses inconsidérées comme ça, c'est des dépenses qui se font sur un coup de tête. Exactement. C'est pas des choses préparées. Il y a des patients qui ont des projets, qui ont envie de réaliser des choses, mais qui préparent. Et finalement, ils arrivent à faire aboutir ce projet-là. Là, c'est paf, tu passes devant la vitrine d'un concessionnaire, tu vois une voiture de sport, tac, direct, tu l'achètes. Exactement. Voilà. Et c'est vraiment, ça sort du chapeau et aussi, il y a une question de démesure aussi en termes de prix, puisque quelqu'un qui va s'acheter une glace ou qui va s'acheter une petite breloque, c'est pas un achat de démesure et ça peut être effectivement un achat compulsif, mais là on parle de démesure, quoi. Et là on le voit bien dans le film. C'est vrai qu'on peut... Alors, ça peut être des petits achats, mais en grande quantité. Par exemple, tu vois une paire de chaussures qui te plaît, et ben, tu achètes toutes les couleurs de la paire de chaussures. Pareil pour les vêtements. Des choses que tu mets jamais. Hein. Souvent, les patients, quand ils redescendent, ils voient le stock de vêtements qu'ils ont jamais mis, qui sont encore emballés. Voilà. Après, parfois, ça peut être plus loin. Moi, j'ai une patiente qui achetait un bateau. Oui. Alors qu'elle n'a pas son permis. Elle est même pas près de la mer. Elle est à Paris, tout va bien. Alors on peut aussi être plus sociable, avoir plus envie de sortir, de faire la fête, de rencontrer de nouvelles personnes. Ça on le voit pas trop dans le film parce qu'il travaille comme un dingue, il vit pour son film, donc ça on le voit pas, mais sachez que ça peut être un trait. On peut avoir davantage de capacités intellectuelles pour travailler et étudier. Bah oui, le côté pile électrique, et puis il y a de l'adrénaline certainement. Enfin en fait on a le cerveau en ébullition. Tu parlais de rencontrer des personnes, parfois ça peut même aller plus loin, hein. Ça peut être multiplier des rencontres amoureuses, des rapports sexuels. L'hypersexualité, tout à fait. Ouais. Ça peut aller plus loin que juste se faire des potes. Oui, tout à fait. Donc dans les capacités intellectuelles, on le voit hein, dans le film, il a 1000 idées à la seconde, il y en a totalement pourries, et puis il y a des très belles idées. Je te demandais, alors il fait un camion
Le camiontage. Le camiontage. Donc, c'est, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est un van, un camion, et dans lequel il a installé un écran pour monter un film. Alors, du coup, il se sert de tous les boutons ou tous les leviers du camion pour avance rapide, etc. Moi, je trouve que c'est génial, mais c'est très farfelu, quoi. Mais ça, il décrivait bien que cette grange avec ce camion, c'était un moment important dans sa vie et qu'il avait toujours rêvé d'utiliser cette grange et ce camion pour de les associer à son film. Alors, peut-être pas de créer un camiontage, mais peut-être de mettre du matériel dans ce camion, d'utiliser cet environnement-là pour l'intégrer dans la post-production de L'écume des jours. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il fait ça comme un cadeau à la personne qui monte, parce qu'on voit bien qu'il a de l'affect pour elle. Néanmoins, je trouve que c'est un peu comme les excuses. C'est-à-dire qu'en fait, il va s'excuser souvent, on le verra pendant le film, il fait ce cadeau-là, mais on a toujours l'impression qu'il y a une idée derrière d'arriver à ses fins. C'est-à-dire que c'est pas pour faire... Il y a une stratégie. Il veut arriver à faire son film, quoi. Et puis les pensées vont vite, les idées fusent. On voit avec le délire de le Max le renard, gros délire dans une nuit. Et puis les idées de grandeur. Il est persuadé d'être un génie. Alors il a ces grandes phrases qui sont formidables. Un homme n'est pas un homme tant qu'il n'a pas fait une chaise. Tu te rappelles? Et puis son livre, c'est juste un répertoire de phrases grandioses avec des dessins dont il est persuadé que ça va révolutionner le monde parce qu'il a toutes les solutions. Le fameux livre des solutions. Oui. Qui est le titre du film. C'est l'histoire de Max le renard, là, tu sais, là, j'ai vu que récemment, Michel Gondry avait sorti une série de films, justement, à la manière de ce mini-épisode là, de Max le renard, en fait. Une espèce de truc en stop motion. Oui, c'est ça, c'est du stop motion. Qui faisait pour, je sais pas, quand sa fille voulait qu'il lui raconte des histoires, il inventait des histoires. Et donc, il a fait ces petits courts-métrages-là qu'il a compilés dans un long-métrage qui est... Moi, je ne l'ai pas vu passer au ciné, perso. Moi non plus, on regardera, on ira voir. Et donc, du coup, il est le premier fan et puis de lui-même, et il blâme les autres de ne pas comprendre son génie. Souvent, il dit la pauvre, elle ne comprend pas. Mais vraiment, genre, il est peiné, quoi. Ce que tu te dis parfois pour moi. Mais ça, c'est... non, mais souvent, quand tu es dans une phase hypomaniaque, tu as vraiment l'impression que tu es plus intelligent que les autres ne comprennent pas ton génie. Voilà. Le premier, c'est le psychiatre, qui, alors l'autre, il me prescrit des médicaments, n'importe quoi, il n'a rien compris à moi. Moi, je vais lui apprendre la psychiatrie. Souvent, j'ai des patients qui vont dire ça, mais docteur, vous n'avez pas compris. Et moi, je suis psychiatre, je vais vous dire. Ouais. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de barrière, quoi. Ouais. Mais alors par contre, là-dedans, il a des idées dans ces idées folles où personne ne le suit. L'idée de demander à Sting de jouer pour son film, tout le monde le regarde en disant c'est Sting, mais arrête, mais personne ne va te répondre et tout. Et il finit par le décrocher. Alors il foire totalement le truc parce que du coup déjà il est en phase, mais il réussit à l'avoir. Donc, dans le lot, il y a des choses qui sont assez grandioses. Je repense à la scène de l'orchestre où il arrive pour resituer, il n'a rien préparé et il a un orchestre, il fait venir un orchestre de 30 personnes. Le chef d'orchestre, il lui casse sa baguette, il lui dit tu dégages de là, il est odieux. Et là, en fait, il vit la musique. Et il embarque tout le monde avec. Alors, il a de la chance, je pense, d'avoir des artistes incroyables avec lui. Donc, il ne fait pas tout seul. Néanmoins, il est tellement persuadé que ça va marcher, que ça marche, en fait. Cette scène, elle est incroyable, je trouve. Et Ninet le fait très, très bien. Voilà, alors... Pendant cette phase maniaque, il y a certains patients qui peuvent se sentir plus irritables au lieu de se sentir plus joyeux. Et on parle de manie irritable. Et d'ailleurs, dans le film, dès que Ninet, on contredit ses idées, il devient super agressif. Et même sans le contredire, je pense au rapport qu'il a avec le preneur de son qui tousse
Et je pense qu'il y a un côté aussi hypocondriaque, il est très comme ça et tout, il se cache et tout. Et il est vraiment méchant. C'est vraiment, il est pas juste effrayé. Enfin, sa peur le rend odieux. On sent qu'il est vraiment très irritable. Les patients peuvent également avoir une augmentation importante d'estime et de confiance en eux, on l'a dit, avec des idées délirantes. Et effectivement, les autres comprennent rien. Parce que dans le film, on est beaucoup dans la tête de Michel Gondry. Et il dit beaucoup, le studio, il comprend rien, elle comprend rien. Enfin, moi, j'ai toutes les solutions et je vais leur dire, je vais leur apprendre, un peu comme un guide spirituel. Je vais leur apprendre. Et au-delà au-delà de tout ça, il y a d'autres symptômes qui peuvent avoir des caractéristiques dites psychotiques, donc les hallucinations, les sentiments de persécution. Dans le film, il pense que tout le monde profite de sa mémoire pourrie pour le manipuler. Et il dit ah mais je te l'ai dit, non tu me l'as pas dit, c'était juste dans ta tête. Et lui, il est persuadé en fait. Alors, il a un délire lorsqu'il se bagarre avec son producteur. Mais ça, c'est plus en phase de déprime, j'ai l'impression, qu'en phase de manie. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. On ne le voit pas vraiment déprimé dans le film, je crois. Non, pas. c'est après. On le voit à la fin du film, dans son appartement déprimé. Donc ça doit être en phase maniaque, effectivement. Donc au tout début du film, pour resituer, le producteur dit que c'est n'importe quoi, donc il se barre en courant avec toute son équipe. Et il a cette hallucination que son producteur vient avec un pistolet et qu'il y a une bagarre énorme et qu'il part et il a un accident de voiture, etc. Ouais, c'est vrai que ça peut arriver. Alors souvent, les symptômes psychotiques ou les idées délirantes dans les phases maniaques, elles sont ce qu'on appelle congruentes à l'humeur, c'est-à-dire qu'elles sont en rapport avec la thématique. Souvent, c'est des idées délirantes de grandeur, mégalomaniaques, des choses comme ça. Donc là, il serait le héros qui se bagarre, c'est ça ? Voilà, et parfois, effectivement, il peut y avoir des thèmes persécutifs. Effectivement, c'est ce qu'on voit là avec cette scène un peu incroyable de bagarre façon film. J'ai la mémoire dans la peau, tu vois. Oui. C'est vrai. Après, il y a une autre scène qui est où on voit vraiment le côté délirant. C'est lorsqu'il a très très peur pour sa tante, qui est âgée mais qui visiblement va bien. Et il prend sa voiture, il est persuadé d'être le sauveur. C'est lui qui doit la sauver. Et il prend sa voiture et il fait des allers-retours toute la nuit chronométrés pour savoir jusqu'à l'hôpital si il va pouvoir la sauver. Oui, c'est vrai, je me rappelais pas de ça. Et donc du coup, et il va faire ça toute la nuit, quoi, pour être le sauveur. Maintenant, on va faire une petite parenthèse sur la différence entre la manie et l'hypomanie. Donc, l'hypomanie, ça correspond à une forme atténuée de la manie. D'ailleurs, ça signifie petite manie. Et elle échappe parfois à la prise en charge parce que les épisodes, ils peuvent passer inaperçus. On l'a dit tout à l'heure, ça fait un peu rayon de soleil, c'est très agréable. Et c'est pas forcément handicapant, ni dans la vie sociale, ni dans le travail. Et donc les retards de diagnostic sont très fréquents parce que le patient, il a l'impression d'aller très très bien, mais il va trop bien. Et contrairement à l'épisode de manie, il peut être ressenti cet épisode comme bénéfique parce qu'on est plus productif, plus créatif, plus rapide et plus performant. À tort, souvent. Les gens sont persuadés que ils font des trucs géniaux, etc. Alors que vu de l'extérieur, quand toi t'es pas dans la tête du patient, souvent c'est du grand n'importe quoi. Oui, c'est un petit peu comme quand tu es bourré en soirée et que tu danses et que tu as l'impression de danser très bien. Ouais, voilà, c'est ça. Ou parler anglais. Moi, je sais que quand j'ai bu, je parle très très bien anglais. Ouh là là, alors bilingue, fluent. C'est incroyable. Donc la phase dépressive maintenant. Alors les symptômes qu'il peut y avoir, c'est tristesse, accablement, angoisse, une démotivation, une perte de sensation de plaisir, les troubles du sommeil, de l'appétit, de la libido, la fatigue intense et un ralentissement psychomoteur important. Donc tout le corps qui est lent.
et puis des idées suicidaires fréquentes. Alors dans le film, on le voit surtout à la fin, cette phase de renfermement, de laisser aller dans son appartement sous la couette dans le noir. Et puis c'est l'aide extérieure, c'est la femme dont il est amoureux qui va venir faire la vaisselle tout doucement, qui va venir lui donner la main, rester dans le lit avec, qui va lui donner envie de reprendre son traitement. Et d'ailleurs, il lui avoue pas avoir repris son traitement, car il dit qu'il avait honte. Parce qu'en acceptant de se soigner, il accepte sa maladie et il accepte de vivre avec. Et ce processus, il est long, mais ça en vaut la peine. Donc ça, je trouvais que c'était quand même c'est une belle morale de l'histoire, je trouve. Alors, il y a des cycles. On voit bien Manny qui alterne avec la dépression. Parfois, il peut y avoir juste un seul épisode, et c'est pour ça que c'est difficile de diagnostiquer. Souvent, on va peut-être se dire la personne, elle est dans un état dépressif, mais on va revenir, comme tu disais, 20 ans auparavant, et on va voir qu'il y a eu un épisode maniaque, mais qui est un peu passé sous le tapis, quoi. Mais il y a quand même des cycles, et la fréquence des cycles, elle est très variable d'un individu à l'autre. Certains connaîtront un seul épisode dans leur vie, et d'autres beaucoup plus. Et plus un individu connaît d'épisodes, plus il a de risques d'en connaître d'autres. C'est pourquoi la maladie, plus tôt elle est prise en charge, plus il y a de chances que l'individu retrouve une vie sans symptômes et que la fréquence des cycles diminue. D'où l'importance de prendre ça tôt. Comme toutes les pathologies chroniques, l'enjeu, il est vraiment dans la prévention des rechutes. On sait que moins il y a de rechutes, meilleur est le pronostic. Plus il y a des rechutes, plus c'est compliqué à soigner, plus la maladie gagne du terrain. Ça, c'est vraiment difficile à faire comprendre ça aux patients, parce que c'est déjà pas évident d'accepter le fait que tu as une pathologie psychique, et encore plus quand cette pathologie, c'est une pathologie chronique et qu'a priori tu auras toute ta vie. Voilà, donc ça c'est un peu notre boulot, de faire passer ce message-là. Je vais composer la musique et je vais aussi demander à Sting de jouer de la basse sur l'orchestre. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas possible. Non mais quoi ? J'étais sûr que t'allais te moquer. Je vous demande si elle... Ouais, oui. très drôle. Mais moi je te raconterai plus aucun projet. Attends, tu préfères quoi ? Que je te dise la vérité ou que je te laisse partir en vrille ? Je vais prendre la vrille. C'est à moi. Je vais vous parler des différentes classifications qui existent du trouble bipolaire. Justement, ça, c'est source de beaucoup de confusion. Je le disais tout à l'heure parce que c'est un peu le bazar dans les classifications pour le trouble bipolaire. Donc, la base, on va dire, c'est la référence. C'est le DSM-5, c'est la CIM-11, Classification internationale des maladies, qui, eux, définissent deux types. Le trouble bipolaire de type 1 et le trouble bipolaire de type 2. Je prends mes notes parce que c'est important de bien comprendre le détail. Le trouble bipolaire de type 1, c'est un épisode maniaque. Un épisode maniaque. À n'importe quel moment. Et cet épisode maniaque, il peut avoir été précédé soit d'un épisode hypomaniaque ou d'un épisode dépressif caractérisé. Voilà, si tu as ça, tu as un trouble bipolaire de type 1, c'est clair, c'est carré. Le trouble bipolaire de type 2, c'est un épisode hypomaniaque, voilà, et qui est associé à au moins un épisode dépressif. Mais par contre, il n'y a jamais d'épisode maniaque. Tu vois la nuance, l'épisode maniaque, c'est vraiment le curseur, il est à fond, tu as des idées délirantes, des symptômes psychotiques. L'épisode hypomaniaque, c'est exactement ce que tu décrivais, c'est une exaltation de l'humeur, c'est tout qui s'accélère, la perte du sommeil, etc. Voilà. Cet épisode-là, mais avec au moins un épisode dépressif avant. Et après, il y a les autres types, ceux-là qui traînent et qui font que, si tu suis les autres troubles, c'est hyper facile d'être bipolaire. Moi, j'ai des patients, à un moment donné, toute une série de patients, dès qu'ils passaient en clinique, ils ressortaient avec un diagnostic de trouble bipolaire. Docteur, je suis bipolaire, j'entendais que ça tout le temps. Mais parfois, tu comprends même pas pourquoi on leur a dit ça. Et quand tu regardes, effectivement, alors, tu as le trouble bipolaire de type 3. Bon, ça peut s'entendre. C'est-à-dire des épisodes maniaques ou hypomaniaques qui ont été induits par un antidépresseur. Les antidépresseurs, on sait que c'est
forcément c'est des bons traitements pour soigner la dépression, mais parfois, ça arrive, c'est rare, hein, ça arrive, et ben le traitement peut être trop efficace, on va dire, entre guillemets, et ça peut, à l'inverse, entraîner une exaltation de l'humeur. Voilà. En général, tu arrêtes le médicament, tu le diminues et ça redescend. Bon, mais du coup, voilà, il y a certaines classifications qui font que voilà, tu as eu une mauvaise expérience avec un antidépresseur, et tac, t'es bipolaire. C'est ça, voilà, mon avis, c'est que c'est un peu excessif. Okay. Voilà. Après, tu as le trouble bipolaire de type 4. C'est ce qu'on appelle la cyclothymie, c'est-à-dire une alternance entre une humeur euphorique et une humeur triste, mais sans qu'il y ait des critères de dépression caractérisée ou vraiment de manie et d'hypomanie. C'est vraiment un truc un peu entre les deux. Voilà, tu as une humeur changeante, on va dire. Voilà, le cyclothymique. Bon. Et puis, tu as le trouble bipolaire de type 5. Alors là... Fourre-tout. Je comprends pas. C'est des épisodes dépressifs majeurs récurrents, sans épisode maniaque ou hypomaniaque, hein, mais avec une histoire de bipolarité dans la famille. Voilà. Ah oui, donc... Donc, alors des fois, les gens te disent « Ah bah oui, mon père est bipolaire, ma mère est bipolaire, mon frère est bipolaire. » Bon, déjà, tu vas pas forcément chercher à savoir si c'est vraiment ça. D'accord, ok. Oui. Et par contre, tu as des gens qui font des épisodes dépressifs récurrents. À un moment donné, on appelait ça le trouble unipolaire, ça a disparu. Et donc maintenant, avec ces classifications-là, tu peux te retrouver bipolaire sans jamais avoir fait d'épisode maniaque dans ta vie. Ok. Bon, voilà. Donc, si on voulait vraiment faire les choses bien, on se limiterait au DSM et à la CIM-11 et on se cantonnerait au trouble bipolaire de type 1 et trouble bipolaire de type 2. En France, la Autorité de santé, elle n'a pas mis à jour ses recommandations sur le trouble bipolaire depuis 2015. Par contre, là, en 2025, elle lance un programme justement sur 2025-2030, un programme pluriannuel pour améliorer le repérage, le diagnostic et la prise en charge des troubles psychiatriques sévères, dont fait partie le trouble bipolaire. Donc là, c'est parti, cette année, ce programme commence. Mais donc, en résumé, en 2015, ce qu'il disait, c'est que la Haute Autorité de Santé, donc qui est l'instance de référence en France, elle valide les critères du DSM-5 pour le trouble bipolaire de type 1 et de type 2. Elle recommande d'utiliser les critères diagnostiques d'épisodes maniaques, hypomaniaques et des critères pour les épisodes dépressifs du DSM-5. Elle valide aussi les critères de la CIM-10 pour la manie, l'hypomanie et la dépression. Et elle propose en plus à l'usage des patients un questionnaire d'auto-évaluation qu'on peut trouver sur le site de la Haute Autorité de Santé. Je mettrai le lien dans la description du podcast si ça vous intéresse. Alors maintenant, les diagnostics différentiels, c'est-à-dire à qu'est-ce qui peut ressembler à un trouble bipolaire, mais qui n'est pas un trouble bipolaire, et qui souvent peut conduire conduire à des erreurs de diagnostic. Le premier, alors c'est mon chouchou, le trouble de la personnalité borderline, qui se manifeste par des fluctuations de l'humeur qui sont rapides. Vraiment, la personne, elle peut changer d'humeur presque du jour au lendemain, ou parfois dans la même journée, et puis c'est lié aussi à une certaine impulsivité du caractère. Et puis souvent, ces changements d'humeur sont liés à une émotion, une réaction, une frustration, enfin quelque chose qui va déclencher ce switch de l'humeur. Donc ça, c'est pas de la bipolarité, c'est vraiment autre chose. Les phases dans la bipolarité, même s'il y a ce qu'on appelle des cycles rapides, c'est quand même des variations de l'humeur qui durent sur plusieurs jours. Hein. Tu lui disais au moins 7 jours, je crois, c'est ça. Alors que bon, dans le trouble de personnalité borderline, c'est beaucoup plus rapide que ça et c'est insuffisant pour caractériser un trouble bipolaire. Après, autre diagnostic différentiel, je considère être comme un peu un fourre-tout à une époque, c'est le trouble schizoaffectif. Donc, qui associe des troubles, des symptômes qui s'apparentent à la schizophrénie et aussi des fluctuations de l'humeur. Globalement, le trouble schizoaffectif, c'est des variations de l'humeur, des phases dépressives, des phases d'exaltation qui peuvent durer plusieurs jours. Mais la particularité de ce trouble schizoaffectif, c'est qu'entre les crises, les patients ils continuent à avoir des symptômes de schizophrénie ou des symptômes psychotiques. Alors que dans le trouble bipolaire,
tu fais une phase maniaque, tu fais une phase dépressive, mais à un moment donné, entre les deux, ça revient à la normale et tu n'es pas symptomatique. Voilà. Là, dans le trouble schizoaffectif, il y a toujours un fond symptomatique entre les variations de l'humeur. Autre diagnostic différentiel, c'est le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Après, il y a certaines pathologies somatiques, pathologies physiques. Je pense à l'hyperthyroïdie. Ça, j'ai déjà vu un cas d'une personne qui souffrait d'hyperthyroïdie et qui était vraiment surexcitée, désorganisée, nerveuse, irritable, qui dormait plus, qui avait perdu beaucoup de poids. Oui, mais les hormones. Les hormones. Il faut savoir que la thyroïde, c'est un peu comme la chaudière de notre organisme. C'est une petite glande qui est située à la base du cou, qui est difficile à palper d'ailleurs, parce que c'est vraiment un organe très petit. C'est la thyroïde qui va régler un peu notre rythme. C'est un peu le potard de l'organisme. Donc quand tu es en hypothyroïdie, tout ton organisme se met au ralenti. Voilà, tu dors tout le temps, tu es fatigué, tu es ramolli. Souvent les gens ils prennent du poids, ils sont déprimés. Et à l'inverse, quand tu es en hyperthyroïdie, tu es en surchauffe. Tout va trop vite. L'organisme, le transit va trop vite, le cœur bat trop vite, on transpire, on dort plus, on a des idées, on est excité. Et ça, si vous avez un doute, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez faire un dosage TSH, je dis pas de bêtises. Ouais, ça, il faut surtout... Une prise de sang, en fait. Ouais, mais ça mérite quand même d'en parler à son médecin, qu'il y a un examen clinique, et qu'après, éventuellement, il y a des explorations complémentaires qui soient faites. Effectivement, le dosage de l'hormone thyroïdienne, c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement, qui est un indice. Ça met sur la voie. Il n'y a pas que ça, mais ça peut être le point de départ pour faire le diagnostic. Laisse-moi me le raconter avec le peu de trucs médical que je connais. Bon, après, les cas plus classiques de diagnostic différentiel, c'est les prises de toxiques. L'alcool, l'alcool, ça peut faire tout et n'importe quoi. Ça peut ramollir, ça peut rendre hyperexcité. Ça dépend vraiment des gens. Après, les cas plus classiques d'excitation, c'est les amphétamines et la cocaïne. La cocaïne, ça rend speed, ça donne la pêche, et puis ça met le bazar dans la tête. Donc voilà. Et puis dernier diagnostic différentiel, c'est certaines affections neurologiques qui peuvent donner des symptômes qui peuvent s'apparenter à la bipolarité, de la manie, de l'hypomanie. C'est les accidents vasculaires cérébraux. Alors il suffit qu'il y ait une partie en rapport avec l'humeur dans ton cerveau qui soit endommagée par un caillot qui va boucher une artère, et donc cette partie du cerveau va plus être irriguée. C'est ça le principe de l'accident vasculaire cérébral ischémique, ou alors un vaisseau qui saigne, l'accident vasculaire cérébral hémorragique. Suivant la zone du cerveau où ça se manifeste, ça peut donner des symptômes psychiques. Voilà. Plus rare, la sclérose en plaques, qui est une maladie ce qu'on appelle auto-immune démyélinisante, c'est-à-dire que ça touche une structure qui entoure les neurones, et en particulier la partie qui est les axones. Lorsque ça concerne certaines parties du cerveau, ça peut aussi mimer certains symptômes psychiques. Et puis les tumeurs cérébrales, à la même manière qu'un accident vasculaire cérébral ou qu'une sclérose en plaques, ou n'importe quelle autre maladie neurologique qui est localisée à une partie du cerveau, en fonction de la partie du cerveau qui est touchée, on peut avoir des symptômes psychiques. Voilà pour les principaux diagnostics différentiels. Il y en a sûrement d'autres, mais ceux-là, c'est un peu la base. Qu'est-ce que tu fais, Marc? Rien, non, c'est des billets perdants de tombola. Non, tu es en train de jeter tes médicaments. Et on n'arrête pas un traitement comme ça dans les toilettes. Mais Denise, ça c'est des trucs chimiques qui me ramollissent le cerveau. Après, tout le monde en profite pour me manipuler. Et puis en plus, ça m'empêche même pas d'être triste le matin. Donc... Non, je comprends ça, mais on n'arrête pas comme ça. Je te propose qu'on parle un peu de l'observance du traitement. Ça, c'est vraiment important. C'est bien souligné dans le film, dès le début.
ce qu'on appelle l'observance, parce que ça les gens ne savent peut-être pas, c'est le respect de la prescription médicale et la bonne prise du traitement. La récurrence, être discipliné. C'est ça. Il faut savoir qu'en psychiatrie, environ un patient sur 2 ne prend pas régulièrement ou ne prend pas correctement son traitement. C'est énorme, 50%, un patient sur 2. Des fois, ils ne le font pas exprès. Des fois, ils le font exprès, ils ne te le disent pas. Voilà, bon. Et l'enjeu pour nous, vraiment, pour nous soignants, c'est de mettre l'accent sur cette bonne observance. Et pour ça, c'est important de connaître les obstacles et les conséquences que ça peut avoir. Les principaux obstacles à la bonne observance du traitement, déjà, ça peut être la pathologie mentale en elle-même. Certaines pathologies, comme le bipolaire ou la schizophrénie, peuvent se caractériser par ce qu'on appelle un manque d'insight, c'est-à-dire, du fait de la pathologie, on a des difficultés à prendre conscience que c'est une pathologie. Parce que l'organe touché, c'est justement la pensée qui nous permet de raisonner et de réfléchir. Donc le déni de la maladie ou les troubles du jugement, ça peut conduire à une mauvaise observance parce que non, mais on dit que je suis malade, mais en fait non, je suis pas malade, c'est n'importe quoi. On veut me donner des médicaments alors qu'il n'y a aucune raison. Moi, tout va bien. Autre et non des moindres obstacles à la bonne observance, c'est les effets secondaires des médicaments. Et ouais. Parce que souvent, on sait que lorsqu'on prescrit un médicament, potentiellement, on peut prescrire aussi un effet secondaire qui va avec. Donc vraiment, tout l'enjeu, en tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est de trouver cet équilibre en disant, ok, vous allez peut-être avoir des effets secondaires, c'est pas sûr, mais ça peut arriver. Mais pour que le traitement il continue, il faut que vous ayez quand même plus de bénéfices à prendre votre traitement que d'effets secondaires. Si tu as un traitement qui déjà te soulage pas, mais qui en plus te colle tout un tas d'effets secondaires, double peine. Forcément, je veux dire, c'est normal. Tu le prends pas le médicament parce que tu te dis, c'est pas, ça me fait plus de mal que de bien. Donc c'est important d'avoir un suivi régulier aussi chez son psychiatre et de faire un retour sur la marchandise. Ouais. Et puis d'en parler, ne pas hésiter à dire les difficultés qu'on a avec son traitement. Et voilà, les psychiatres, ils sont là pour écouter ça et proposer des alternatives. Moi, j'ai des patients qui n'osent pas, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de se plaindre et qu'ils n'ont pas... Il y a ce biais, parfois quand on va chez le médecin, et les médecins ne sont pas devins, c'est-à-dire qu'ils écoutent ce qu'on leur dit, mais si on ne leur dit pas, ou si on minimise notre état ou les conséquences d'un traitement, en fait, on ne pourra pas savoir. Si depuis le début, il y a un truc que tu fais qui m'agace au plus haut point, mais je ne te le dis pas, tu ne le sauras jamais. Ouais. Donc il faut le dire. Je te le dirai à la fin. D'accord, ok. Ok, bon, maintenant je vais penser qu'à ça. Je plaisante. Ouais. Et puis aussi, que ça soit par rapport aux médicaments ou aussi aux symptômes de la pathologie, parfois il y a des patients qui n'osent pas parler de leur pathologie parce qu'ils se disent, bon ok, si je lui dis que j'ai des symptômes, soit il va m'envoyer à l'hôpital direct, soit il va m'augmenter les traitements et moi c'est pas ce que je veux. Bon, voilà. Arriver à avoir suffisamment d'alliance avec les patients pour leur faire comprendre qu'on ne va pas leur sauter dessus s'ils nous parlent de leur pathologie et que c'est un peu notre boulot d'écouter, de comprendre ça. Et déjà si tu arrives à faire passer ce message-là, c'est vachement bien dans ta relation avec le patient et c'est encore mieux pour lui. Autre obstacle à la bonne observance, c'est la stigmatisation sociale, c'est-à-dire t'as une pathologie psychiatrique, t'es un fou. Donc on va te mettre à l'écart parce que on ne sait pas les pathologies mentales. Je trouve moins maintenant, on a fait que les choses ont quand même beaucoup avancé parce que maintenant on en parle plus facilement, ça passe un petit peu plus dans le langage courant et c'est un peu plus accepté. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ils vont être mis à l'écart des autres s'ils disent qu'ils ont une pathologie, qu'ils n'auront pas de copines, qu'ils n'auront pas d'amis, que leur famille vont les rejeter.
Et donc, voilà, cette façon-là de mettre à l'écart l'idée d'être malade, forcément, je suis pas malade, je prends pas de traitement et ça va aller, quoi. Alors que c'est quelque chose, moi je martèle dans la tête de mes patients que c'est quelque chose de très intime. C'est-à-dire que parfois on a l'impression que c'est marqué sur notre front qu'on est bipolaire ou en dépression, etc. C'est pas vrai. On n'a pas à dévoiler notre intimité à tout le monde. Et d'ailleurs, je déstabilise un peu mes patients en leur disant, regardez, est-ce que vous pensez, ça se trouve, je prends des antidépresseurs? Et alors? Je vous le dirai pas. Et dans ces cas-là, si ça me permet de fonctionner correctement, c'est très bien, mais je vous le dirai pas, parce que c'est mon intimité. Et du coup, ça permet un petit peu de rassurer aussi. À l'inverse de la stigmatisation sociale, il peut y avoir aussi l'influence de l'entourage. Genre, oh là, mais attends, t'as prescrit ça, mais attends, c'est des cochonneries, ça. Moi, j'ai lu plein de trucs sur ces médicaments, ça va te rendre malade, faut pas que tu prennes ça, c'est de la cochonnerie. Ouais, moi, j'ai un pote, ceci, cela, il a pris des médicaments, regarde maintenant. Ouais, voilà. Ou à l'inverse, celui qui dit t'as bien pris ton traitement, t'as bien pris ton traitement, t'as bien pris ton traitement. Et parfois, ça aussi, ça peut un peu agacer. Ouais, c'est vrai. Et on veut se mettre en rébellion. Ouais, c'est vrai. Oui, ça va être dans l'entourage. Oh, dis donc, toi, ça va pas aujourd'hui, t'as pris tes Ouais, gouttes. t'as pris. Oui, voilà. Ouais. Bon. Donc ça joue aussi parce que ça va influencer le patient. Donc ça, voilà, c'est les principaux obstacles à l'observance, c'est les grands classiques. Après, il faut savoir que, pas suivre son traitement médicamenteux lorsqu'il est indiqué, ne pas le suivre correctement, ne pas aller à ses rendez-vous, ça peut avoir des conséquences. Alors, je précise, la psychiatrie, c'est pas que prendre des médicaments. Prendre des médicaments, c'est une partie du traitement. Après, il y a aussi l'aspect psychothérapie, accompagnement qu'il peut y avoir à côté, non médicamenteux, c'est un ensemble. Le traitement, c'est parfois inévitable, c'est parfois la base, mais c'est une partie de la prise en charge. Donc, ne pas être observant, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Ça peut avoir évidemment une aggravation des symptômes. La maladie se développe, elle prend de l'ampleur, elle prend de la place. À l'inverse, chez des personnes qui sont stabilisées avec un traitement, qui arrêtent de prendre leur traitement, ça entraîne un retour des symptômes, une rechute. C'est un peu ce qui se passe avec Pierre Ninet quand au début du film, il jette ses médicaments dans les toilettes. Et paf, après, la maladie, elle reprend le dessus. Le trouble bipolaire, c'est une maladie chronique. Il n'y a pas de traitement curatif, c'est-à-dire qui soigne définitivement la pathologie. Le traitement, il est nécessaire pour servir de rempart aux symptômes. Et quand tu supprimes ce rempart, comme un barrage, l'eau déferle et les symptômes reviennent inévitablement. Autre conséquence de la mauvaise observance, c'est la chronicisation des troubles. On en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que plus tu vas avoir de rechutes, plus les troubles ils vont s'installer de manière durable. Bien sûr, la mauvaise observance, il y a un risque de majoration du passage à l'acte suicidaire. Alors ça, c'est vrai, bien sûr, surtout pour la dépression, aussi pas mal pour la schizophrénie. La schizophrénie, souvent, j'en parle toujours parce que les gens qui ne connaissent pas cette pathologie imaginent que les patients qui souffrent de schizophrénie sont des futurs tueurs en série et qui vont faire des massacres de masse ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est rarissime. Les patients qui souffrent de schizophrénie, le plus grand risque, c'est qu'ils se fassent surtout du mal à eux. Bien sûr. Donc ça, c'est important aussi. Le traitement, il protège de ça. Évidemment, lorsque le traitement n'est pas pris correctement, que les symptômes reviennent, qu'il y a des rechutes ou qui s'aggravent, ça augmente la fréquence des hospitalisations. Et voilà, et on sait qu'une hospitalisation, ça a toujours après des conséquences. C'est pas anodin d'être hospitalisé en psychiatrie. Et puis, une dernière chose, et ça c'est quand même quelque chose d'important, moi j'essaie toujours de mettre l'accent là-dessus, c'est la perte de qualité de vie pour les patients. Vraiment, plus il y a de rechutes, plus la maladie gagne du terrain, plus la qualité de vie des gens se détériore. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit rechercher en permanence, c'est maintenir un bon niveau de qualité de vie pour les patients, malgré leur pathologie, c'est-à-dire vivre bien, le mieux possible avec une pathologie, en se soignant comme il faut. Voilà ce que je pouvais dire sur l'observance. Tu peux peut-être rajouter des choses, toi ?
Oui, par rapport à pourquoi les personnes arrêtent le traitement. Donc on a vu, il y a des freins effectivement dont tu as parlé. Moi, je voulais parler du côté conséquence du traitement. Souvent, les patients prennent le traitement, ils vont mieux. Comme ils vont mieux, logique, je vais mieux, j'arrête le traitement. Donc il y a quelque chose de très... ils pensent pas que en fait, là où le traitement, malheureusement, devrait être pris régulièrement et à vie, eux, ils se disent, ok, c'est du Doliprane, j'en ai pris un, ma tête va mieux, je vais pas en prendre un autre. Donc il y a cette pensée ou cet espoir, je dirais, de dire vas-y, j'ai pris un peu de traitement, je vais mieux, je le lève. C'est assez dangereux de jouer ce que j'appelle au petit chimiste, c'est-à-dire que voilà, c'est un métier très complexe que tu fais, respect, parce que voilà, ce que vous faites, c'est vraiment c'est du sur-mesure, c'est très très pointu et on peut pas, les conséquences, comme tu dis, sont très graves. Donc il y a ce côté où je vais mieux, hop, je lève mon traitement. Après, ça, c'est un peu dans la nature des choses. C'est souvent au moins une fois ou deux. Les patients ils disent ok, ça va, c'est bon, j'ai plus besoin du traitement. Bon, voilà. Souvent, après, ça dégénère. Des fois, on arrive à rattraper un peu les choses avant que les gens soient hospitalisés. Ça peut arriver plusieurs fois. Ça peut prendre des années même avant que la personne elle comprenne que sa pathologie, c'est une pathologie chronique et qu'elle nécessite quand même d'avoir un traitement médicamenteux à vie. Voilà. Comme, et ce qui est drôle, c'est que vraiment la différence, encore aujourd'hui en 2025, et c'est un peu triste, mais même si on avance là-dessus, c'est que la personne qui est diabétique, elle complexe moins, je pense. Et pour elle, elle va prendre un traitement à vie. C'est comme ça. Une personne bipolaire, il y a vraiment un complexe et on a aussi un complexe et il y a aussi avoir peur d'être dépendant. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent oui, mais je vais être dépendant du traitement. Oui, si tu le prends pas, tu es dépendant / victime de ta maladie, donc et des crises et des conséquences. Donc c'est un choix. C'est un choix qui est difficile et ça, moi, je l'entends vraiment de maintenir cette discipline. Et puis, surtout dans le film, ce qu'on voit, c'est que lui, il va arrêter parce qu'il dit ça ramollit le cerveau, puis ça m'empêche pas d'être triste le matin. Donc, il cherche à être dans cette phase up, ramollir le cerveau. Lui, il veut avoir des idées, il veut que ça fuse parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est l'hypomanie et la manie peuvent être des phases qui sont ressenties de l'intérieur comme quelque chose de très agréable. Même si c'est un tsunami et que c'est très désagréable pour les autres, à l'intérieur, le patient, il est vraiment très euphorique, donc très heureux. Il a l'impression. C'est vrai qu'en pratique, souvent les gens, ils cherchent, les personnes atteintes de troubles bipolaires, elles vont chercher plutôt à être du côté hypomane. Bien sûr. À chercher ce petit plus, parce que finalement, on est pas mal, on fait plus de trucs. Quand on est comme ça, on réfléchit plus vite. Exactement. Donc ils flirtent un peu avec le danger. Et malheureusement, en flirtant, ça dérape. Et il y a un dialogue qui illustre ça parfaitement. C'est à un moment donné, je crois que c'est une des personnes de son équipe qui lui dit « Est-ce que tu veux, par rapport à la qualité de son film, qui est carrément mauvaise au départ, il dit « Est-ce que tu veux la vérité ou tu veux que ça parte en vrille ?» Et Ninet répond « Je vais choisir la vrille. » donc on est vraiment c'est vraiment une conviction, c'est un choix, quoi. Il est pas... il a envie d'aller vers ça. Donc effectivement, il arrête, personne ne lui jette son traitement, c'est lui qui va s'en débarrasser. Les conséquences sur l'entourage, est-ce qu'on peut en parler ? Oui, bien sûr, c'est important. Donc, on note dans le film quand même que les gens, ils l'aiment très fort, ils l'admirent et ils ont une patience énorme. On lui pardonne beaucoup. Sa tante, elle dit aux autres, laisse-lui le temps, il va revenir. Elle sait qu'il est dans un délire, mais elle pense que le temps fera son affaire. Elle espère. On comprend que la tante, elle est au courant qu'il a une pathologie. Après, les autres, je ne suis pas sûr, parce que... Peut-être qu'ils s'en rendent compte à ce moment-là. Mais ils voient bien qu'il est plus... il dérape totalement. Ils font tous preuve, effectivement, tu as raison, d'une patience vraiment exemplaire. Vraiment, et d'un calme. Ouais, mais je pense qu'ils sentent qu'il n'y a pas de...
Et aussi, il l'admire. C'est-à-dire qu'il a aussi, comme on l'a vu, il a des idées de génie. Donc en fait, eux, ils sont un peu en attente et puis ils voient que dans le flow, ça va un peu trop loin. Ça va trop loin. Le souci, c'est que en phase dépressive, il peut être un danger pour lui-même, mais en phase haute, c'est un danger pour les autres. On le voit, il casse des assiettes, il crie. Il est tyrannique quand il veut du scotch, il hurle dans toute la maison scotch. C'est très drôle. Enfin drôle, oui et non. Il mène les gens à la baguette et de par son statut de génie, il veut que tout le monde le suive comme un peu un guide spirituel. Donc ça a vraiment des conséquences, il y a des dommages collatéraux. Et lorsqu'il fait mal et qu'on lui tourne le dos, il va s'excuser. Alors encore une fois, je ne sais pas trop si il le pense sincèrement ou si c'est pour récupérer les gens et pour avoir ce qu'il veut à la fin. Parce que c'est souvent à la demande de sa tante qui lui dit « va t'excuser, vas-y ». Donc voilà, il y a beaucoup d'excuses. Sa vie, c'est en phase hypomaniaque ou maniaque, c'est « je détruis ». Je m'excuse, je détruis, je m'excuse, jusqu'à un certain moment où les gens peuvent quitter votre vie. Et ça c'est un grand danger. Parce qu'on a de la patience jusqu'à un certain point. Après, la personne, elle veut se protéger. Ouais. Et pour se protéger, il y a des personnes qui, pas par désamour, mais par nécessité, sont obligées de dire, écoute, là, je peux plus, et de se séparer. Et donc, dans la bipolarité, comme dans bien d'autres maladies psychiques, si la personne ne se fait pas aider, soigner, c'est souvent l'entourage qui finit par y avoir recours. Et ça, moi, je suis triste témoin de ça, parce que j'ai beaucoup de patients au cabinet qui viennent me voir parce qu'ils ont un proche qui refuse de se faire soigner, et c'est eux qui finissent par être qui font une dépression réactionnelle par rapport à ça. En dernier lieu, est-ce qu'on peut parler de comment vivre mieux, vivre avec cette pathologie, parce que du coup j'ai cette expertise par rapport au groupe de la clinique, et je vais essayer de vous résumer un peu le programme qu'il y avait. En premier lieu, je dirais, déjà on a parlé de la discipline sur le traitement. Alors, il y a certains patients qui ont un pilulier ou d'autres qui se mettent des cartons rouges et verts quand ils le prennent à côté de la table de nuit. Donc, chacun peut avoir son astuce. Et si on n'en est pas capable, si on reconnaît qu'on n'est pas capable d'être discipliné, parce que ça arrive, mais un peu comme aussi la pilule contraceptive. Il y a donné ça à des jeunes filles de 15-16 ans, et même des adultes. Il y a des oublis, etc. Donc en fait, si on ne s'en sent pas capable, peut-être de demander à un proche de confiance de nous aider, parce qu'il vaut mieux deux cerveaux qu'un. Ensuite, avoir une bonne hygiène de vie, très 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 important. Tu parlais des substances qui pouvaient déclencher aussi des troubles de l'humeur. Le fait de ne pas dormir ou de dormir en décalé, le fait de manger n'importe quoi. Si on a une mauvaise hygiène de vie, ça peut aussi avoir un retentissement sur le psychique. Et donc du coup, de la même manière, avoir une bonne hygiène de vie peut être protectrice. Donc dormir suffisamment, manger correctement à des heures régulières, entretenir sa vie sociale et ne pas prendre de substances qui peuvent déclencher une crise. L'hygiène de vie, le traitement, l'hygiène de vie, trouver du soutien, ultra important. Parfois, souvent, très souvent, on peut se sentir seul face à la maladie, mais pas que la bipolarité, toutes les maladies en général. D'où ce groupe était formidable, c'est qu'en fait, eux les patients bipolaires pouvaient parler de leurs difficultés et pouvaient peut-être plus se comprendre et plus se soutenir. Donc ça, c'est aussi important de chercher peut-être des associations ou des groupes, des communautés où on peut un petit peu en discuter. Aussi comprendre ses cycles pour mieux les dompter. Peut-être tenir un journal de l'humeur. Aujourd'hui, il y a même des applis qui sont super bien faites, où tu coches avec les petits bonhommes sourires, où tu n'es pas obligé de dire cher journal, etc. Ceux qui aiment écrire, super. Et puis ceux qui sont plus de technologie, allons-y, quoi. Ça existe.
Et enfin, faire des cartes, ce qu'on appelait, nous, coupe-feu. C'est-à-dire que c'est des cartes à sortir en cas de crise ou en cas de début de crise. Avec quoi ? Avec le numéro de téléphone de son psychiatre, avec quelque chose qui nous apaise, avec quelque chose qui nous ramène peut-être à la réalité. Je dis n'importe quoi, peut-être un film ou une musique qu'on aime bien. Et en fait, c'est une espèce de mode d'emploi personnel, donc qu'on va réfléchir dans une phase où le patient est d'humeur normale. Et lui-même va faire sa propre carte coupe-feu qui va donner aux personnes les plus proches et qui va garder et qui lui permettra peut-être de prévenir une crise. Je vous explique. En fait, je vais calquer tous les plans de mon nouveau film sur mon film préféré depuis que j'ai 8 ans, Force X. Là, par exemple, quand Rachel est arrêtée par la police, moi, dans mon film, Kaliandre, elle est arrêtée à la douane. On suit là... par exemple, Maya, on voit ses jambes infinies là, qui traversent la fenêtre. Moi, ce sera les bras du héros qu'on verra à travers la fenêtre. Là, il y a le script, tout le script. Et là, quand il y a le tigre dans le dessin animé, moi, ce sera une réincarnation de son papa, le tigre. Et Sylvia, c'est toi qui vas produire le film. Ok, là je crois qu'on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder autour de ce film. C'est le moment maintenant de donner notre avis sur le film. Je vais commencer. Moi, quand j'ai vu le livre des solutions la première fois, j'avais encore en tête le film de Joachim Lafosse, Les Intranquilles, dont j'ai parlé dans un autre épisode du podcast, qui là situait vraiment le trouble bipolaire et la crise maniaque vraiment, enfin ça l'ancrait dans le quotidien d'une famille. Et voilà, c'était un regard extérieur sur le trouble bipolaire assez, à la fois extrêmement criant de vérité, mais aussi assez dramatique. Il n'y avait pas ce ton de comédie qu'il peut y avoir dans le livre des solutions. Et du coup, je me disais quand même traiter avec la légèreté comme ça le sujet de la bipolarité, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et puis finalement, quand je l'ai revu avec toi, je me suis dit que c'était pas si mal finalement. Et j'ai compris que probablement ce film, c'était la façon dont Michel Gondry racontait comment est-ce que lui, de l'intérieur, il a vécu cette période-là de sa vie. Donc forcément, quand tu vis une période où c'est hyper cool, où t'as plein d'idées, ça part dans tous les sens, t'es speed, machin, forcément ça te donne cette image un peu joyeuse, un peu gaie. Et sans doute que si le film il avait été réalisé par un des membres de l'équipe qui a vécu cette période-là, sans doute que ça aurait été beaucoup moins drôle, voire même carrément triste. Oui. Tu le disais tout à l'heure, moi aussi je suis un petit peu admiratif dans le film du calme olympien de tout cet entourage qui est autour de lui, alors que le gars est part en vrille complètement, hein, comme tu disais tout à l'heure, il choisit la vrille. Et voilà, les autres, ils restent calmes. Ouais, c'est bon, t'inquiète pas, vas-y, va t'excuser. Non, mais ça va aller. Ok, tu veux que je te trouve un truc à 2h du matin? Allez, c'est bon, j'allume l'ordi, Bon, en vrai, à un moment donné, quand t'as quelqu'un comme ça qui est surexcité chez toi, qui débarque dans ta chambre à n'importe quelle heure, qui a 10 000 idées à la seconde, qui parfois peut être agressif avec toi, voire même menaçant dans les phases vraiment... méchante, on va dire, de la pathologie. Voilà, quand t'es l'entourage, des fois, tu le disais aussi tout à l'heure, les gens ils veulent aussi un peu se protéger. C'est pas facile aussi d'être en périphérie de quelqu'un qui a une pathologie chronique, notamment quand elle décompense. Je parlais du film de Joachim Lafosse tout à l'heure, mais voilà. Là, dans le film de Joachim, on voit comment la police, elle court après le gars pour le rattraper, pour l'emmener à l'hôpital psychiatrique. On voit comment le type peut débarquer dans la classe de son fils et faire le cours à la place du prof, et tout le monde est hyper gêné.
Tu vois, et en même temps, personne n'ose trop rien dire parce que voilà, le gars, il a tellement d'assurance, il est tellement dans la mégalomanie et tout. Puis les gens sont cueillis aussi. Il y a cet effet de surprise où on réagit pas forcément. Ou t'oses pas dire, mais attends, tu fais n'importe quoi là. Oui, mais il faut le temps de traiter l'info. C'est-à-dire que quand c'est un peu le côté sidération, tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, je te coupe, pardon, mais il y a un biais, c'est-à-dire que l'entourage de Gondry, c'est aussi des gens qui bossent pour lui. C'est-à-dire que quand ton boss débarque à 2h du mat en te disant tu fais ça, est-ce qu'ils le font parce qu'ils l'aiment beaucoup et qu'ils ont de la patience, ou est-ce qu'ils le font aussi parce que c'est leur boss qui leur demande ? Il y a beaucoup de malheureusement, de directeurs ou de managers ou de responsables qui sont un peu tyranniques et qui vont demander des choses un peu excessives, là, maintenant, tout de suite, quoi. Donc, oui, ils ont de la patience, on sent, mais il y a ce petit biais que c'est des employés de ce mec-là. Mais tu sens quand même qu'il y a une dimension affective. Oui, même moi, oui, je me demandais à un totalement. moment donné si le personnage de Blanche Gardin, c'était pas sa petite amie, Oui, en fait. oui, on c'est sent pas qu'il y a- dit, on sait pas, mais Blanche, des fois, oui, ils sont proches. il y a de l'affect, ouais, tu sens. Je sais, j'ai pas compris si c'était sa sœur, sa cousine, sa copine, enfin bon, mais il y a une espèce de proximité, voilà, une certaine intimité entre eux. Donc voilà, c'est plus qu'une employée. Sa tante, c'est sa tante. Bon voilà, après effectivement, il y a le monteur qui tousse, ou l'assistante de production, je sais pas quoi, qui trouve des solutions à n'importe quel moment quand il le demande, ça, ok. Mais tu vois qu'ils ont une relation quand même un peu amicale, c'est pas juste c'est le boss. Mais je suis d'accord quand même avec toi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Alors bon, le film finit bien, il se reprend, il recommence à prendre ses médicaments, il va mieux. Bon voilà. Je sais pas si Michel Gondry il avait été hospitalisé au moment, mais ça m'aurait pas étonné qu'il ait été hospitalisé au moment, le moment de sa vie où il a vécu ça. Bon voilà, la façon dont c'est présenté dans le film, ça passe. C'est important aussi d'envoyer un message positif sur la pathologie. Donc globalement, j'ai passé un bon moment, peut-être un meilleur moment au deuxième visionnage. Parce qu'il était avec moi. Ouais, sûrement, mais évidemment, pardon. Ça va de soi. Et toi, alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh ben, moi, j'ai trouvé que c'était un très beau film, mais triste. Ouais, Tu trouvais ça triste ? Ah, j'ai trouvé ça très triste. Très triste parce que, en fait, j'ai beaucoup plus vécu l'entourage, justement, qui est impuissant, qui espère que ça va passer. Et on sent bien qu'ils sont démunis et ils voient bien que ça dérape totalement. Et voilà. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était triste. Néanmoins, bon, ultra bien joué. Je trouve que la montée en puissance de Pierre Ninet, qui au départ, bon, on sent bien qu'il est un peu excité, mais vraiment, il monte en pression. Après, on voit la fatigue s'installer, et l'énervement, et il monte en pression. Et franchement, il le fait super bien. Blanche Gardin dedans, elle est remarquable aussi. Moi, je trouve que ce qui était très bien montré, c'est l'ambivalence entre prendre son traitement pour avoir une vie normale et fonctionner, mais le côté presque insipide, incolore, inodore par rapport aux phases d'hypomanie recherchées par Gondry à ce moment-là. Et voilà, il y a cette dualité, on va dire, mais voilà, chercher l'excitation, à quel prix ? Au prix de la carrière, de l'entourage, de sa propre santé. Je trouve que le film montre bien qu'on peut tout perdre. Alors, il finit bien, certes, tant mieux pour lui. Moi, j'ai le cas au cabinet qui est beaucoup plus triste, ou à ne pas se soigner. Une mère qui aujourd'hui prend bien son traitement, et vraiment elle a tout mon respect. Malheureusement, ses enfants ont décidé de ne plus lui parler, et c'est une tristesse monstrueuse, mais voilà, c'est les risques auxquels on s'expose. Voilà. Parce que oui, des fois les gens comprennent pas forcément la pathologie. Enfin, et puis après, ils subissent aussi. Il faut, à un moment donné, on peut pas blâmer les gens de se protéger. C'est pour ça que notre rôle, c'est aussi d'expliquer, d'éduquer les gens pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent aussi quoi faire. Exactement, l'entourage. Bon, mais après, voilà, tout le monde a ses limites. Hein. Bien sûr. Voilà.
Bien, on passe à nos recommandations. Alors, moi, je ne vais pas vous recommander le livre de Nicolas Demorand qui s'appelle Intérieure Nuit parce que je ne l'ai pas lu. Je sais que Nicolas Demorand, il a parlé publiquement de sa pathologie, de son trouble bipolaire récemment, dans les médias, dans les journaux. Il a fait un livre sur le sujet. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas donner d'avis dessus. Bon, mais c'est intéressant de voir que des personnalités publiques parlent de leur pathologie. Je trouve que c'est une bonne chose, finalement. C'est une très bonne chose. De pouvoir aussi... les meilleures les personnes les mieux placées pour expliquer ce qui se passe dans leur tête, c'est les gens qui vivent avec la pathologie. Donc pourquoi pas. Mais bon, comme je ne l'ai pas lu, j'en dis pas plus. Par contre, ce que je vous recommande, c'est un petit guide qui a été fait par le CHU de Montpellier, qui est disponible en ligne. Je vous mettrai dans les commentaires le lien si ça vous intéresse. Un guide qui s'appelle le trouble bipolaire, guide à l'usage des patients et des familles, qui décrit de façon simple qu'est-ce que c'est la bipolarité, comment ça se manifeste, comment ça se traite, quelles sont les solutions, quels sont les moyens de recours, à qui s'adresser. Tout ça synthétisé en quelques pages, c'est formidable. Et c'est vraiment fait pour les patients, pour les familles, pour les gens qui sont confrontés à la pathologie et veulent savoir quoi faire. Voilà. Et toi ? Moi, je recommandais une BD qui s'appelle Goupil-ou-Face et qui est aux éditions Delcourt, qui est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lou, il me semble, et qui a un animal de compagnie imaginaire qui est un renard. Et ce renard, c'est celui qui va symboliser son trouble bipolaire. Et on la voit dans le quotidien être victime de ce trouble-là. Et ça, c'est une BD qu'on peut lire aussi avec ses proches, éventuellement avec ses enfants, pour aussi qu'ils comprennent et qu'ils deviennent eux aussi experts de cette pathologie. Et c'est abordé, je trouve, d'une manière accessible et un peu plus légère. Je ne l'ai pas lu alors, mais c'est vrai que je l'ai vu passer et j'aurais pu tout à fait le mettre dans mes recommandations. J'ai même des patients qui m'en parlent. Oui. Donc il faudra que je mette la main sur cette bande dessinée. Merci. Avec plaisir. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que ma séance de psy a une page Facebook et une page Instagram, essentiellement. Donc si vous voulez vous y rendre pour faire des commentaires ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler, on sera ravis de répondre à vos questions et surtout de prendre vos suggestions. Voilà, quoi dire d'autre ? Eh bien, j'avais une idée en tête et puis je l'ai perdue, c'est pas grave. Merci Laura. C'était les remerciements. D'avoir pu te libérer. Avec plaisir. On peut te retrouver toi tu fais toujours tes petits shorts sur Instagram, c'est ça ? Ouais, c'est La Vie Supplément Chantilly. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, j'essaie de faire des petits épisodes courts de ma séance de psy entre deux épisodes canoniques du podcast. J'ai sorti un épisode en vidéo il n'y a pas longtemps sur le personnage d'Anakin Skywalker et le trouble borderline, parce qu'il y a un rapport, vous comprendrez. C'est à peu près tout. Écoutez, on vous dit à bientôt et d'ici là, on vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Salut à tous, salut Laura. Salut Sylvain et à bientôt.